Et bonjour à tous, bienvenue sur ces previews NFL 2026. Et aujourd'hui, même exercice que lors de l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous attaquons la AFC Nord. North, tout North. à fait. Et avec moi, bien sûr, comme d'habitude, Tristan, comment vas-tu? Duo de choc, bien sûr, ça va. Écoute, toujours en vacances, hein, donc on profite. On a le temps de faire les Voilà. previews cette semaine, donc ça tombe bien. Et écoute, ouais, AFC Nord, il y a pas mal de choses à dire puisque il y a quand même 3 des 4 équipes de cette division qui ont changé de head coach. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés et hem et ça va être intéressant à suivre, je pense. Oui, et la quatrième équipe qui n'a pas changé de head coach aurait aussi très bien pu changer. Il n'était pas à l'abri, mais ça n'a pas été fait comme ça. On va passer, directement à l'équipe numéro 1, celle qui a fini dernière de la division l'année dernière avec 5-12. J'appelle à la barre les Cleveland Browns. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Tristan, sur ces Cleveland Browns? Bah, écoute, les Browns, qu'est-ce qu'on peut commencer par dire? Déjà, Myles Garrett a été trade. Ça, c'est, je pense, le plus gros morceau, de l'intersaison pour les Browns, puisque c'était pas seulement leur meilleur joueur, mais c'était le meilleur défenseur de toute la ligue. Je pense que c'est pas excessif de dire ça. Depuis plusieurs saisons, c'était, voilà, le joueur qui individuellement, apportait le plus de chaos chez les attaques adverses, quoi. On l'a vu être double team, voire triple team à énormément de reprises et pourtant quand même réussir à créer de la pression. Donc, il récupère en échange Jared Verse, qui est encore sous son contrat rookie, qui est un pass rusher prometteur, mais qui, je trouve, a pas eu la progression escomptée entre son année rookie et son année sophomore. À voir si il peut se développer, mais j'ai l'impression d'avoir vu une petite stagnation, voire une régression sur son année 2. Mais bon, peut-être qu'un changement d'air va lui faire du bien. Et ils ont récupéré un first round pick en 2027, celui des Rams, donc il sera sûrement assez bas. Second tour en 2028 et troisième tour en 2029. Donc, c'est pas non plus, le plus gros pactole que je pense qu'ils auraient pu recevoir. Mais bon, de toute façon, la fenêtre des Browns, ils le savaient depuis longtemps, c'était pas de jouer, vraiment un titre. Donc autant réaligner un petit peu, ses atouts financiers et capital de draft et cetera, avec ses objectifs actuels. Et pour l'instant, les objectifs actuels des Browns, c'est plutôt de reconstruire l'effectif autour d'un noyau solide, puisque ça fait, quand même, un petit moment qu'ils ont pas de quarterback compétent, malgré, les nombreux QB dans leur roster. Heu, il y a eu la descente aux enfers un peu depuis le trade pour Deshaun Watson, qui les a vraiment fait reculer de beaucoup d'années et bah, je trouve qu'actuellement dans la room de QB des Browns, il y en a pas un seul qui a l'étoffe d'un titulaire en NFL et ça, c'est déjà un problème en soi. Oui, ce qui est dommage avec cette équipe, je trouve, c'est qu'il y a quelques années, ils avaient peu de points faibles, il manquait que juste un QB, fonctionnel. Ils ont tradé pour Deshaun Watson, sauf que, heureusement pour, la ligue, j'ai envie de dire, il n'a pas fonctionné, il n'a pas été bon et il est toujours dans cette équipe-là et il leur coûte, toujours, beaucoup d'argent et là, bah, du coup, il y a un peu tout le monde, hormis Denzel Ward, qui a encore un, top 10 à son poste, je pense, ils ont plus de top 10, dans leur team, je pense Ouais, vraiment. Denzel Ward, c'est tout. Voilà et du coup, ben là, tu es obligé de faire du renouveau, de un peu changer, tout. C'est pour ça que tu trades Myles Garrett, mais bon, là, ils ont essayé de reconstruire une ligne autour de jeunes joueurs qui ont plutôt été pas mal lors de leur saison rookie. À voir ce que ça va faire, mais je pense que la saison prochaine, va être longue, je pense. Ouais. Hem, on passe directement à la free agency? Ouais, bah, on peut parler vite fait de l'embauche, de Todd Bien sûr. Monken, qui était déjà dans la division parce qu'il était offensive coordinateur chez les Ravens. Ça faisait un moment qu'on entendait le nom de Monken dans les cercles de candidats, pour des postes de head coach, mais
voilà, c'était jamais parmi les plus gros noms, c'était toujours en fin de liste. Euh, je pense que c'est possible que Todd Monken soit un bon coach en NFL. Je pense pas que ce soit ce qui va arriver. C'est possible, mais c'est pas réaliste. Pour moi, le roster est vraiment trop pauvre et le peu de lueur d'espoir qu'il y a dans l'équipe, en termes de jeunes joueurs et cetera, c'est encore vachement inexpérimenté. Donc c'est les appuis sont vraiment pas stables et c'est pas du tout rassurant. Alors non seulement cette saison va être longue, mais en plus, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent bien et de pièces qui tombent sur le bon côté pour que le rebuild soit efficace et aille dans le bon sens, quoi. Et ça, j'ai un peu peur que ça stagne et qu'au final, Andrew Berry, il est toujours en poste en tant que GM. Il a fait une bonne draft depuis qu'il est là. C'est une catastrophe. Euh, pour moi, il aurait dû sauter en même temps que le Kevin reste, Stefanski. Stefanski, ouais. Et ouais, j'ai un petit peu peur que ce soit une saison vraiment à jeter à la poubelle. Mais bon, c'est pas ce que je souhaite aux Browns ni aux fans des Browns, mais c'est un petit peu ce à quoi je m'attends. Je vais pas mentir. Mais je pense que les fans des Browns, quand ils ont vu le trade de Myles Garrett, je pense qu'ils se doutent un peu de la saison qu'ils vont passer et ils vont essayer de se raccrocher à des choses bien parce que il y a jamais tout qui a jeté dans une saison. Tu as forcément un truc qui va te faire ah ben ok, j'ai envie de voir ce joueur-là ou ce côté de la balle. Donc je pense il va, comme tu dis, ça va être dur, mais ils vont quand même essayer ils ont beaucoup de très jeunes joueurs, donc je pense qu'ils vont essayer de grappiller quelques moments de plaisir par-ci par-là, quand même. Ouais, Euh, espérons, espérons. voilà. En free agency, ils ont fait venir, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quatre joueurs nouveaux sur la O-line, dont un drafté avec Spencer Fano. Ouais. Sinon, c'est Titus Howard, Elton Jenkins et Zion Johnson qui rejoignent l'équipe, ainsi que Quincy Williams, un linebacker expérimenté qui vient de chez les Jets. Et sinon, ils perdent quand même Myles Garrett, bien sûr. Martin Emerson, qui n'avait pas été bon depuis 2 saisons. Il s'était blessé, tout ça. Ils perdent Shelby Harris et Jérôme Ford et Devin Bush. Bon, voilà, Devin Bush, en vrai, il avait pas fait une mauvaise saison l'année dernière en plus. c'est Donc vrai. c'est peut-être une plus grosse perte que prévu. Enfin, c'est jamais une grosse perte, mais ça aurait peut-être été plus. Enfin, ça aurait pu être sympa de le garder dans le coin. Surtout que Schlesinger a fait une très bonne saison rookie. Et malheureusement, Jeremiah Owusu-Koramoah, je pense qu'on est sur une fin de carrière avec toutes les blessures qu'il a eues. Donc, c'est triste, parce que c'était un joueur qui avait pas mal de potentiel. Mais ouais, comme tu l'as dit, il fallait faire venir du monde. Ils ont recomposé une ligne offensive de toutes pièces, quasiment. Il y a qui? Il y a Dawan Jones qui était déjà là, Tevin Jenkins qui était déjà là, qu'ils ont re-signé. Mais on ne sait pas encore qui va occuper quelle place parmi les 5. Il y a peu de postes qui sont vraiment verrouillés. Mais bon, dans l'idée, je pense que la ligne devrait être meilleure que l'année dernière, ça c'est sûr. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit très bonne non plus. Je m'attends à ce qu'elle soit allez, entre le top, au mieux le top 16, au moins bien le top 25, voire pire. Mais ouais, il va falloir qu'ils développent de la synergie entre eux. Et une seule intersaison avec un nouveau staff en plus, ça va passer vite. Donc je sais pas si la ligne va être aussi bonne que la somme de ces individualités, on va dire, qui n'est déjà pas dingo, elle est juste mieux que ce qu'il y avait avant, quoi. Ouais, ben je suis exactement comme toi, je pense comme toi, et c'est pour ça que je pense aussi comme toi du fait que cette équipe va gagner maximum 4 matchs. Je trouve que l'année dernière, il y avait quand même des arguments enfin, pour voir les Browns gagner des matchs. Ils en ont gagné que 5 comme on l'a vu. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont été l'une des équipes qui choisissent en premier lors de la draft.
Mais là, cette année, t'as plus la saison all-time de Miles Garrett. T'as toujours pas de QB. T'as ton coaching staff qui change complètement, donc tu sais pas ce que ça va donner. Donc moi, je vois vraiment 4 victoires chez les Browns l'année Ouais, prochaine. moi je te suis, je suis entre 3 et 5 victoires en plancher et en plafond. Donc 4, c'est une bonne intermédiaire. Et, mais il y a quand même, j'allais te dire, on n'est pas là pour rendre triste les fans des Browns ou quoi. S'il y en a qui nous écoutent, accrochez-vous, force à vous, essayez de regarder autre chose aussi pour vous changer les idées. Mais il y a quand même des profils à suivre. Tout n'est pas à jeter hein, chez les Browns. Il y a quand même, entre les jeunes joueurs qui ont été draftés l'année dernière, Mason Graham, il a des chances de progresser. Je pense que ça ne sera jamais un joueur élite, mais ça risque d'être un joueur solide toute sa carrière. Spencer Fano, qu'ils ont drafté cette année, j'aime beaucoup. Moi, j'attends beaucoup de lui. Il y a deux receveurs, Casey Conception et Denzel Boston, qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Et finalement, Casey Conception, il a des petits problèmes de drop, mais si ça se règle, il est très bon pour créer de la séparation. Denzel Boston, profil radicalement différent, mais en verticalité et en 50-50, il est capable aussi de tirer son épingle du jeu. Donc, il y a quand même Emmanuel McNeil-Warren, pareil, à la draft safety de Toledo, que moi perso j'aimais beaucoup. Donc voilà, même Quinton Judkins qui revient de blessure, Harold Fannin qui pourrait Dylan être Sampson aussi. Dylan Thompson. Voilà. Il y a de quoi avoir envie de regarder les matchs des Browns, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce ne sera pas suffisant pour aller se qualifier en playoff ou même faire une saison à plus de 9 victoires. Quoi. Ils ne seront pas en positif, ça c'est assez certain. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la meilleure chose, ce serait peut-être que tout clique, mais qu'ils arrivent quand même à avoir une bonne position à la draft l'année prochaine pour peut-être sélectionner leur quarterback du futur, s'il n'est pas sur le roster, parce que je pense qu'il n'y est pas personnellement. Après, peut-être il y aura un miracle et Shedeur Saunders va devenir très bon du jour au lendemain, mais moi, c'est pas un joueur que j'apprécie en sortant de la draft. Je parle vraiment sur le terrain, hein. Je parle pas de en dehors, je m'en fous. Mais du coup, ouais, je leur souhaite que le rebuild se passe bien et que, voilà, que Todd Monken s'avère être finalement, avec l'expérience et l'âge, un coach plutôt pas mauvais. Mais je ne suis pas convaincu. Voilà pour les Browns. Alors, pour ceux qui nous écoutent, déjà, profitez bien parce que là, on va parler de la seule équipe qui n'a pas changé de head coach. Donc, il n'y aura pas un chapitre head coach. Enfin, il peut y avoir un chapitre head coach sur cette équipe-là, mais bon. En tout cas, ils ne l'ont pas changé. Les Bengals de Cincinnati qui finissent leur saison en 6-11, troisième de la AFC Nord. Comme d'habitude, Joe Burrow blessé, ben, ton équipe et ta saison, c'est à la poubelle, quoi. Donc, on est un peu, enfin, ils sont plutôt habitués à ça, les Bengals. Donc, ça fait que tu as quasiment tout ton cap space en 3 joueurs, donc bah, presque. Hein. Donc, ça veut dire que s'il y en a un qui se blesse, ben, ça veut dire que tu as 30% de ton cap space qui ne joue pas, qui n'est pas actif sur le terrain. Mais bon, bref, du coup, les Bengals qui terminent en 6-11, du coup, avec des problèmes en défense et des problèmes en attaque dus à l'absence de Monsieur Burrow. Mais là, ça a un petit peu changé et Zach Taylor a, Tristan, en vrai, on peut le dire, sa dernière chance, c'est cette année. En tout cas, après le proprio, c'est tellement un radin qu'il y a moyen qu'il aille jusqu'au bout de son contrat, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je sais pas quand se termine son contrat, si ça se trouve, c'est sa dernière année déjà. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une des années sur lesquelles, enfin, où je trouve il a beaucoup à prouver parce qu'il a un calendrier assez facile. Il a Joe Burrow qui revient de blessure. Normalement, les armes offensives sont sur place. La ligne offensive a été améliorée. Ils ont injecté du talent dans la défense, même si ça prend du temps à. La mayonnaise prend un peu de temps à se lever, je sais pas comment on dit. Mais et puis il y a eu la blessure de chez Mark Stewart en training camp là, qui déjà l'année dernière avait manqué une grosse partie de sa saison rookie. Je crois qu'il s'était blessé week 3 ou 4. Il n'avait pas joué de la saison après avoir déjà pas joué les training camps pour des raisons de contrat, etc. Et là, en plein milieu de l'été, il se fait les ligaments croisés. On va pas le voir de la saison. C'est
pas de chance. On peut pas aimer le pic de Shemar Stewart à l'époque, mais dans tous les cas, c'est vraiment, le pire scénario pour son développement et pour, la franchise des Bengals. Donc ça, c'est chiant. Mais hormis ça, ils ont perdu seulement, Trey Hendrickson et Joseph Ossai, sur la D-line. Alors Trey Hendrickson, c'est un peu chiant, mais hormis ça, je trouve que le départ de Geno Stone, ils peuvent, largement s'en remettre. Le départ de Cam Taylor-Britt, pareil, je pense qu'ils peuvent s'en remettre. Et au niveau des arrivées, il y a eu le gros trade pour Dexter Lawrence. Ah bah oui, beh, Dexter Lawrence, mais moi j'aimerais bien associer Dexter Lawrence avec une autre signature qu'ils ont fait avec Jonathan Allen de chez les Vikings, parce que c'est deux joueurs qui sont intrinsèquement des monstres, surtout Dexter Lawrence. C'était Ouais, peut-être il y a 2 ans le meilleur surtout DT de la ligue, meilleur je nose pense. tackle de la ligue de loin Voilà. et un nose tackle qui arrive à mettre de la pression, ça a beaucoup de valeur en NFL. Ah oui, non mais c'est clair. Et là, ils prennent Jonathan Allen et du coup Dexter Lawrence dans un moment où il faut qu'ils reprouvent qu'ils sont capables d'être des joueurs All-Pro, voire pro bowler Ouais, minimum. Jonathan Allen, j'ai un peu moins d'espoir parce qu'il est vraiment sur la fin, Ouais. mais Dexter Lawrence, je pense il en a encore pas mal, sous le capot. Juste que enfin, sa saison chez les Giants n'a pas été à la hauteur, de son grade, de son réel niveau, surtout qu'il avait Abdul Carter et Kayvon Thibodeaux plus Brian Burns. Normalement, ça aurait dû, cliquer mais bon, je pense que c'est un bon move. Je pense que les Bengals avaient vraiment besoin de talent dans cette défense qui, depuis plusieurs années, était vraiment, catastrophique. Même l'année dernière, ils avaient fait venir, Al Golden, donc un nouveau DC, et ça n'a pas fonctionné, comme on voulait, même si on a vu de bonnes choses à certains moments de la part de, par exemple, Demetrius Knight, de la part de joueurs comme ça. Mais là, je trouve qu'ils ont quand même fait venir beaucoup de monde en défense pour que Al Golden puisse travailler et mettre des forces un peu sur son schéma. Donc, c'est à voir. Ouais. Moi, c'est DJ Turner, je crois que j'avais été agréablement surpris par sa saison, au poste de corner, qui est assez sous-coté maintenant au final. Mais, je suis d'accord avec toi, la défense, il y a eu des hauts et des bas, surtout la défense contre la course. Parce que ce soit la D-line ou les linebackers, c'était pas, grandiose, tout le temps, même assez médiocre, la plupart du temps. Et là, avec un gros nose tackle, puis, bon, je trouve que c'est un peu surpayé pour Boye Mafe, mais au moins, tu vas avoir, enfin, tu as un joueur qui entre, on va dire, dans son prime, même si c'est pas forcément le prime le plus impressionnant de la terre. Mais voilà, il est en début de deuxième contrat, heu, avec Boye Mafe, du coup. Et puis, Bryan Cook et Kyle Dugger, ça te fait de la bonne profondeur au poste de safety. Donc, j'ai trouvé leur free agency finalement plutôt bonne. Je crois qu'on avait mis un A-. Et au niveau, des joueurs qu'ils ont retenus, ils ont prolongé Orlando Brown Jr., Dalton Risner, donc les 2 sur la O-line, et Joe Flacco au cas où, il y avait besoin. Mais ça, on l'espère pas. Ah oui, bah oui, parce que là, vraiment, si tu es fan de cette équipe-là, tu veux surtout pas que Joe Flacco soit sur le terrain quand tu Burrow. Au niveau de la draft, ils ont pris un jeune joueur, encore une fois, sur le pass rush, comme l'année dernière avec, bien sûr, chez Mark Stewart. J'ai vraiment l'impression qu'ils comprennent qu'avoir une grosse D-line et qui peut aller chercher le QB beaucoup de fois par match, ça peut faire gagner certaines équipes. On l'a vu cette année avec les champions en titre, carrément, avec les Seahawks, avec les Broncos, avec les Texans, avec les Rams, avec les Patriots. Donc, je pense que là, ils ont vu que il fallait pas juste avoir un quarterback générationnel pour pouvoir gagner. Il y a autre chose. Euh, il y a autre chose, comment dire? Il y a un niveau à avoir sur quasiment tout, hein, oui, mais il faut surtout avoir une bonne défense aussi. Et là, je trouve que la draft, bon, il faut laisser la chance au produit, mais moi, en tout cas, j'ai bien aimé l'arrivée de Monsieur Cassius Howell, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, et puis en vrai, tu l'as dit, mais là, ils ont un calendrier de troisième de division qui est un petit peu relevé, mais franchement, qui est abordable.
Et on l'a dit, c'est la seule équipe de la division qui n'a pas changé de head coach. Donc, ils sont censés être, avec les Ravens, je pense, les favoris. Normalement, cette année, si ça se passe bien, les Bengals, ça doit aller en playoff. En tout cas, c'est les attentes qu'on a sur eux. Euh, et il faut aussi, peut-être pour une fois, arrêter de commencer les saisons en 0-2, 0-3 et ensuite aller courir derrière les matchs et derrière le record pour se qualifier. Là, si on pouvait, pour une fois, avoir une entame de saison un petit peu confortable pour les Bengals, je pense qu'ils peuvent jouer la première place d'AFC Nord sans pousser le bouchon, quoi, et aller gagner des matchs en playoff. Après, on n'est pas devin, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend d'eux au minimum, on va dire. Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi, je les mets à 12 victoires. Je les mets à 12 victoires et je pense même que cette année, moi, je vais être un peu plus optimiste que toi. Pour moi, ils peuvent même aller chercher le titre de 1er de la conférence, donc le first seed. Les 3 premiers matchs sont un peu bourbiers, compliqués, pièges, OK. Bucks, Texans, Jags. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense que les Bengals, c'est typiquement une équipe c'est une équipe qui peut aller gagner les 7-8 derniers matchs. Donc c'est pour ça, faut faire attention quand même aux blessures, parce que si Jamar Chase ou Joe Burrow se blesse, on sait que c'est jamais la même chose. D'ailleurs, ils ont une ligne qui se sont améliorées lors de la saison dernière. En plus, il y a deux jeunes joueurs, donc Amarius Mims et Dylan Fairchild, qui, je pense, ne sont pas du tout à leur prime, donc peuvent step up. Mais il faut faire juste attention à Zach Taylor et à la ligne. Je pense que la défense, ça va plutôt bien fonctionner quand même. Ils ont tout fait pour. Correctement fonctionner. Je pense que Voilà. ça va être au moins correct. Oui, oui, non, voilà, ça va. Pour moi, C'est ça le va. minimum. Ça Voilà. sera pas une faiblesse, normalement. Ça sera peut-être pas une force, mais il faut que ce soit pas une faiblesse. Voilà, donc c'est pour ça que moi je les vois potentiellement finir, comme tu as dit, premier de la division, et on n'est pas à l'abri que si il y a un alignement de planètes qui puisse aussi finir premier, first seed. Ouais. Moi, bon, j'ai un tout petit peu plus de réserve, on va dire. Je serais vraiment surpris s'ils finissent first seed. Je peux les voir finir première division, mais là, si on devait faire un prono, on est début août, je dirais deuxième de division derrière les Ravens et avec 10, 11 victoires. Je n'irai pas jusqu'à 12, mais ce qui est quand même une saison réussie. Et après, en playoff, là, on ne va pas s'aventurer jusqu'à prédire les playoffs, mais en tout cas, c'est ce que j'attends pour la saison 2026-2027 des Bengals. Et ensuite, on va passer aux Steelers, hein. Aux Baltimore Ravens. Ah, tu veux commencer par les Ravens? Allez. Ah, mais oui, c'est Ben, vrai, on ils ont, fait dans ils, ils l'ordre. ont fini, ils ont fini second de la division sur le Les gong. Ravens. Allons-y pour les Ravens. Ben, vas-y, je sais que tu es très très attiré par cette équipe dû au fait que déjà il y a un QB que tu aimes beaucoup et aussi un nouveau head coach que tu aimes beaucoup. Je te laisse Je commencer. respecte beaucoup Jesse Minter. On en avait parlé beaucoup hein, quand on avait fait les previews des Chargers l'année dernière et l'année d'avant, puisque c'est le coordinateur qui avait ramené Jim Harbaugh pour son grand retour en NFL. Il avait pris sous son aile son poulain quoi, de Michigan. Et c'est un peu on va dire, pas le jumeau, mais l'homonyme ou le petit frère de Mike McDonald, qui était arrivé en NFL un peu plus tôt chez les Ravens, donc de John Harbaugh cette fois. Et désolé, entre les Harbaugh, les Michigan, les Ravens, les Chargers, tout ça, c'est un peu bourbier, quoi. Il y a beaucoup de chassés croisés. Mais en tout cas, Jesse Minter qui a été choisi pour être le successeur de John Harbaugh, qui a enfin été congédié par les Ravens, parce qu'il a été 18 ans à la tête des Ravens. Il a gagné un Super Bowl sur la saison 2012-2013. Et sinon, à part ça, hormis du coup la saison 2024 où ils perdent en finale de conférence contre les Chiefs sur un match vraiment très serré, euh, John Harbaugh a quand même souvent déçu, que ce soit dans les matchs serrés, dans les quatrièmes quart-temps, dans la gestion des décisions pendant les matchs, quoi.
c'est un coach qui a, je crois que c'est un des coachs qui a le plus de, de, Comeback au 4e quart-temps de contre comeback son équipe. concédés, ouais, voilà, Oui, c'est le c'est même, le coach. le coach. Donc, beaucoup de déceptions pour les Ravens sur ces dernières années. Ils se sont enfin décidés à changer de direction, mais ils sont restés quand même fidèles à eux-mêmes avec un élève de l'école Harbaugh, mais du côté défensif du ballon cette fois-ci. Et moi, personnellement, bon, ça va être une saison rookie pour un head coach, hein, c'est jamais facile, mais c'est là où, du coup, les Bengals ont l'avantage sur les 3 autres équipes de la division. Mais personnellement, Jesse Minter, je suis assez confiant sur le fait qu'il sera un head coach compétent. En plus, il s'est entouré de Declan Doyle et Anthony Weaver. Donc, un poulain du côté offensif qui était chez les Bears, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, il était chez les Bears de Ben Johnson, Declan Doyle? Ou je dis une Declan Doyle. connerie? Bon, Il y peu a importe, moyen je vais vérifier. il y a moyen aussi qu'il ait été chez les Lions avec lui et qu'il l'ait suivi chez les Bears. Il me Ouais, semble en que tout cas, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça avait été une bonne embauche à ce moment-là. Et ils ont fait une free agency, au début un petit peu fiasco, avec le départ de Tyler Linderbaum, qu'ils n'ont pas franchise tag, et surtout le trade avorté pour Max Crosby, qui a été ensuite remplacé par Trey Hendrickson, qui ne leur a pas coûté de pick à la draft, puisqu'il était free agent. Donc voilà, il y a eu des passages en eau trouble un petit peu pour l'intersaison des Ravens, mais j'ai trouvé que, en tout cas, pour ce qui est du coaching staff, ça avait été très réussi. oui, je vais pas dire plus de choses que ce que tu as dit, hormis que je crois en Jesse Minter en tant que head coach, tout comme je croyais en Mike Macdonald en head coach chez les Seahawks. Moi, je vais un peu revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière parce que pour moi, c'est une anomalie qu'une équipe comme ça ne soit pas qualifiée en playoff. Mm-hmm. Sachant qu'en playoff, tu avais les Chargers qui n'avaient pas de ligne, t'as les Patriots qui normalement n'étaient pas censés être là, enfin bref. Et en fait, je vois un gros problème qui pour moi, on en parlera après, mais n'a pas vraiment été comblé. C'était l'une des pires équipes, enfin, c'était une des équipes avec le moins bon pass rush de la ligue. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent Jesse Minter pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Parce qu'on sait que chez les Chargers, il a quand même bien formé Tuli Tuipulotu, etc. Il y a eu un avant et après Jesse Minter. Donc voilà, il y a manqué de pass rush. Lamar qui s'est blessé aussi, et le fait aussi que, comme tu as dit, John Harbaugh qui perd des matchs qu'il ne doit pas perdre, tout simplement. Enfin, je dis que c'est Harbaugh parce que c'est lui qui la tête pensante, mais aussi les joueurs des Ravens n'étaient pas concentrés, je pense, hein, parce que pour vraiment choke des leads par exemple, contre les Bills de 15 points en 7 minutes, il faut le faire, sachant que tu le roules dessus pendant tout le match. Donc, Ouais. donc voilà, très très décevant. Et là, j'ai envie de dire que cette franchise-là donne du temps à Lamar et tout, et ce qui est bien. Car du coup, tu fais venir Jesse Minter, on va pas te juger dès l'année 1, malgré un roster hyper compétitif. Mais Euh, au moins, moi, je te veux dire, le roster, enfin, le changement dans le roster qui me fait le plus de bien en tant que. Je suis même pas fan des Ravens, hein, mais en tant que juste supporter de NFL, c'est qu'ils se soient enfin débarrassés de Daniel Falele, qui était, je pense, l'un des pires all-linemen de toute la NFL l'année dernière. Et ça a vraiment porté préjudice à leur attaque, je trouve. Et donc là, ils ont fait revenir John Simpson en free agency. Euh, et, euh, et ils ont drafté Olavega Yohan au premier tour. Yohane, exactement. Ouais. Voilà. Donc ça, déjà, même si tu perds Tyler Linderbaum, au moins la ligne semble être moins. Enfin, il y a moins de. Il n'y a pas de gros trous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, ça c'est vrai. Et je te rejoins complètement. Mais bon, comme je le disais, en fait, si cette année ça ne fonctionne pas, mais qu'il y a des améliorations, tu vois que le pass rush, malgré qu'il n'y ait pas de grande star, hormis Trey Hendrickson qui est arrivé, s'améliore, je pense que ça sera déjà un très bon bilan. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas combien on avait dit pour de victoires-défaites à peu près pour les Ravens. Mais du coup, vu que j'avais dit 10 ou 11 pour les Bengals,
Je crois que je suis vers 10 ou 11 aussi pour les Ravens. Ils ont un calendrier un tout petit peu plus difficile, mais je pense que globalement, leur défense sera vraiment parmi les meilleures de la ligue. On va avoir un Kyle Hamilton qui va retrouver un, un- un- un rôle tu vois, où il peut être partout, où il peut vraiment faire briller son athlétisme, un peu comme Derwin James chez les Chargers. Cette année, on a eu Eman Worry chez les Seahawks, qui a eu un peu cette casquette-là. Et donc, ça, c'est vraiment le genre de, le genre de situation qui te fait, enfin, qui te change enfin, qui te fait passer d'un joueur bon pro bowler à un vrai all-pro dominant, quoi. Et, et ça, c'est une bonne chose, je trouve. OK. S'il y avait moi, je dirais exactement, comme toi que quasiment, je pense 11-12. Je pense qu'eux, je vais pas le dire pour toutes les équipes non plus, mais je pense que les Ravens aussi, si ça clique dès l'année 1, on sait que c'est très dur. Je pense qu'ils peuvent quand même, être aussi, tout autant que les Bengals, premiers de la conférence, donc first seed. Ça va dépendre entre les 2 et si jamais ça clique, bien avec Jesse Minter dès la week 1 ou dès les premières weeks là. Ouais. De toute Donc façon, ils voilà, ont deux rencontres. Il y a deux Ravens Bengals cette voilà. année. Ça va être peut-être les matchs déterminants pour savoir qui des deux équipes finit premier et laquelle finit deuxième ou pas, ou plus bas. Mais Oui, ça va être des matchs mais très importants, je pense. oui, oui, voilà, mais moi juste je vais être un peu plus, un peu moins, hypé par toi, par le fait que ça va être une des meilleures défenses de la ligue. Moi je suis vraiment, je kiffe, vraiment beaucoup tous les, Malachi Stark, Kyle Hamilton, Nate Wiggins, tout ça, mais le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si le pass rush. En fait, je veux pas m'avancer sur le fait qu'il soit pas bon ou alors très bon, mais j'ai envie de voir quand même, parce que pour moi, il y a un monde où ça fonctionne pas tant que ça, et du coup, ben, si tu vas pas chercher le QB en face, ben, tu vas être dans la merde, quoi. Voilà. Mais normalement, pour moi, cette année, si les rumeurs sur le retour de Nnamdi Madubuike sont vraies, parce qu'il n'a pas joué quasiment ou pas du tout, je sais plus, l'année dernière, tu as quand même une ancre à l'intérieur de ta D-line qui est vraiment, vraiment monstrueuse. Et c'est ça qui permet, en général, enfin, dans le schéma de Mike McDonald chez les Seahawks, c'est grâce à tes Byron Murphy, à tes Leonard Williams, que tu peux euh, tu vois, désigner des pass rushers, enfin, on va dire, par ton schéma, créer de la pression en faisant des stunts, en faisant des feintes de pression. Au final, tu montres beaucoup de blitz, mais tu blitzes pas tant que ça. Et je trouve que c'est vraiment le point fort de ce schéma défensif. Et il arrive à Baltimore l'année prochaine. Et moi, franchement, je vais suivre ça de très très près. Donc voilà. Il y a des similitudes en vrai entre les Ravens et les Seahawks. Donc c'est C'est des c'est- oiseaux, c'est déjà. des oiseaux. Voilà. Déjà, un premier point commun. Non, mais oui, j'entends juste, en fait, c'est que je voulais pas m'avancer sur le fait que je suis sûr que ça va fonctionner ou pas. Ouais, ce sera Voilà. peut-être pas défense top 3, top 5, mais à mon avis, ce sera largement dans le top 10 dès l'année 1. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, on leur souhaite, comme dirait Laurent Pagani, bien sûr. On va passer aux champions de la division. La tête, la tête, comment dire, la tête à abattre cette année de la AFC North, qui eux, encore une fois, on est un peu, on se répète un peu, a changé de head coach aussi. Mais là, c'est pas dû comment dire, à un licenciement, mais c'est dû au fait que c'est Mike Tomlin de lui-même qui a décidé de partir. Les Pittsburgh Steelers, C'est qui ont fini. une décision commune, on va dire. Voilà, c'est une rupture conventionnelle pour ceux Voilà, qui rupture s'y co. connaissent, qui s'y connaissent un peu. Ouais, du coup, les Steelers, ils ont fini en 17. Ouais. Comme d'hab, c'est du Steelers, quoi. C'est du Steelers dans le Ouais, texte. mais moi, écoute, franchement, ça fait un moment que je dis, ouais, cette année, ce sera pas 9-8, ce sera 8-9, ce sera pas 17, ce sera 8-9. Tu sais, je les voyais OK, toujours autour du milieu, mais je les voyais une fois être en négatif depuis 2-3 ans là. Et bah, ils m'ont fait mentir, toujours pas, 17. Bon, après, à chaque fois, ils sortent au premier tour des playoffs, ça bouge pas. Mais heu, au moins, c'est en vrai, c'est nul comme record, mais Mike Tomlin a le record de n'avoir jamais fait une seule saison, un seul bilan négatif en quoi? 18-19 saisons?
17? Ouais, Quasiment ben, 20, je crois. 19, je crois, hein. Je crois qu'il arrive en 2006 ou en 2007 et là, il est parti. Donc 18-19, quoi. Voilà. Et un Super Bowl quand même. Donc voilà, grand respect. Oui, bah, pour les Steelers, ils ont pris, enfin, tu me coupes si tu es pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, aussi, moi, ils ont pris un Mike Tomlin, bis, tu vois? Enfin, pas bis, mais un mec qui a toujours, eu du succès dans les équipes, où il va, Ouais, que ce soit les sauf en Packers, playoff. les Cowboys. Ouais, Hormis avec les Packers, certes, il a un Super Bowl, comme Mike Tomlin justement ouais. mais c'est des équipes qui sont toujours, bons en saison, régulière, mais qui en playoff, ont du mal souvent à passer le cap du dessus. Et Mike Tomlin, bah, c'est Mike Mike McCarthy, c'est le Mike McCarthy. Tomlin, mais de l'attaque. Mike Tomlin, c'était la défense et Mike McCarthy, et il connaît bien le QB aussi. Oui, il connaît bien Aaron Rodgers. Je te l'accorde. Moi, en fait, ça, c'est une embauche qui me fait bizarre parce que, à la fois, je trouve que c'est une bonne embauche pour la situation très actuelle des Steelers, mais à la fois, je trouve que sur le long terme, c'est une embauche qui fait pas beaucoup de sens. Tu prends un coach qui a déjà eu du succès en NFL, mais qui a aussi toujours eu les mêmes failles, et tu vas probablement répéter le modèle de Mike Tomlin qui était de on n'est pas assez nul pour avoir des bons choix à la draft et faire un rebuild, enfin gagner du temps dans, on va dire, ouais, avoir un joueur qui change la donne comme ça, un rookie quarterback par exemple. Et on n'est pas assez bon non plus pour vraiment jouer un titre. Bon, là, il y a eu circonstances exceptionnelles, l'AFC Nord, se casse la gueule, on finit premier de division, mais tu joues, enfin, à chaque fois, c'est un petit tour en playoff et puis ça en va, quoi. C'est soit ils gagnent en wildcard, soit ils perdent en wildcard, mais ça va rarement plus loin. Et donc, je me dis, si le concept de bridge quarterback existe, et ben, le concept de bridge head coach devrait exister aussi. Bah, ça existe pour les intérim head coach, mais en général, s'ils font même pas des saisons entières. Du coup, pour moi, je le vois comme une embauche de, tu vois, une passerelle, mais pas une réponse long terme au poste de head coach chez les Steelers, qui d'habitude d'ailleurs embauchent toujours des head coach assez jeunes, donc c'était surprenant. Oui, et un peu comme Pete Carroll, chez les Las Vegas Raiders aussi. Bridge head coach. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, genre, tu sais, en mode, beh, là, pour la situation actuelle, vas-y, tu le fais venir parce que tu sais qu'il va y avoir, un certain plancher. Après, tu sais pas si le plafond, ils vont réussir à l'exploser ou pas. Ouais, après, pour leur défense, les Steelers ont quand même un bien meilleur roster que n'avaient les Raiders l'année dernière. Oui, Mais, largement, ouais, c'est une équipe largement. qui est globalement capable de battre à peu près n'importe quelle équipe, mais qui peut aussi perdre contre des mauvaises équipes quand ils ne sont pas dans un bon jour. Et bon, on n'a pas eu des gros départs ni des grosses arrivées, hein, je trouve. Sur les départs, il y a Isaac Seumalo qui est parti, le left guard. Kenneth Gainwell, leur running back 2, qui faisait le one-two punch Jalen avec, Warren? ouais, avec Jalen Warren. Ils ont perdu Kyle Duggar qui avait fait juste une saison là-bas et le cornerback James Pierre. Et ils ont un peu remplacé tous ces joueurs-là ils ont remplacé par Jaquan Brisker au poste de safety, Jamel Dean au poste de cornerback, Rico Dowdle au poste de running back 1-2 en duo. Et ils ont trade pour Michael Pittman, qui devrait compléter un petit peu leur armada de receveurs avec un DK Metcalf qui n'a pas été non plus transcendant l'année dernière. Oui. Ils ont vu que dans la division, il y a eu de gros, de gros trades ou de grosses venues. Par exemple, tu as direct, tu as eu les Ravens avec au départ Max Crosby, puis après Trey Hendrickson, du coup, avec Jesse Minter du côté des Bengals, c'est Dexter Lawrence. Donc là, je pense qu'ils ont un petit peu, pas ils ont tremblé, mais ils se sont dit, bon, ok, là, il va falloir être vraiment bon cette année. Du coup, là, en fait, ils ont pris des signatures que, à première vue, on se dit, ouais, bon, on s'en fout.
mais qui peuvent s'avérer être sous-cotés l'année prochaine si jamais ça marche hyper bien pour eux. Je pense à Rico Dowdle qui, chez les Cowboys, on a vu, il avait fait une fin de saison bien. Puis après, chez les Panthers, là, il y a tout le monde qui a vu, wesh, il a fait back-to-back des matchs à plus de 200 yards, tout ça. Donc, ça peut fonctionner chez les Steelers, parce qu'ils ont plutôt une bonne ligne. Et qu'il y a eu Kenneth Gainwell qui a fait plutôt une bonne saison l'année dernière. Donc, pourquoi pas Rico Dowdle et Michael Pittman qui peut, comment dire, en tant que receveur 2, comme il y a déjà DK Metcalf, là, il va vraiment être receveur 2 et il va pouvoir juste être fort et Ouais, bon, pour moi, c'est pas. Enfin, DK Metcalf n'est même pas un receveur 1 non plus. C'est juste deux receveurs un un et demi, bis. un Ouais, bis. voilà. Mais c'est des bons receveurs 2, des mauvais receveurs 1. Mais du coup, peut-être que les deux ensemble, tu trouves ton compte en termes de volume, de passes, de target, etc. Et ils ont Roman Wilson, qui est receveur 3 qu'ils avaient drafté l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui a rien jamais produit. Et on a un petit joueur que nous, on aime beaucoup avec Maxime, qui est Jeremy Bernard, receveur d'Alabama, qui pourrait trouver une place dans le slot dès son année rookie. On va voir ce que ça donne. Mais personnellement, c'est un joueur sur lequel j'avais un petit coup de cœur pendant la draft. Et je trouve que globalement, les Steelers sont une équipe qui drafte bien, une franchise qui drafte bien chaque année. Et cette année n'a pas été une exception, puisque Maxi Enachor au premier tour, Jeremy Bernard au deuxième tour, Drew Allard au troisième tour pour avoir éventuellement un petit ticket de loto. Ça peut foirer, mais enfin, pour un pick du round 3, ça vaut le coup d'essayer. Et Jennings Dunker aussi en fin de draft qu'on aimait pas mal de Iowa. Donc, globalement, je trouve une intersaison assez calme, mais sous-côté, assez réussi, low-key bien. Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des trucs où on va se dire, ah ok, ils ont eu Michael Pittman pour si peu et tout l'année prochaine. Donc ouais, pareil que toi. Et à la draft aussi, j'ai toujours pensé que les Steelers, quand il n'y a pas de nom forcément sur leur O-line, que du coup ça allait pas, comme tu connais pas très bien tout ça, que ça allait pas fonctionner de ça. Là, j'ai l'impression qu'ils savent, enfin, ces dernières années, ils savent bien développer leur O-line. Juste, j'ai toujours quelques petites réserves sur Broderick Jones, mais ils ont pris Max Lienacor et Jennings Dunker que j'aimais beaucoup lors de cette draft, donc je pense qu'ils vont pouvoir les développer assez bien. Ouais, en plus, sur les postes, enfin, les années précédentes, là, sur les deux, je crois que c'est 2 années précédentes, ils ont bien réussi à rajeunir leur O-line, surtout l'intérieur, avec Zach Mason Frazier et McCormick Mason aussi. McCormick, ouais. Moi, j'aimais beaucoup les deux, notamment Zach Frazier, qui a fait une très bonne saison rookie au poste de centre. Donc, franchement, enfin, c'est comme les receveurs au deuxième tour, hein. Les Steelers, en général, tu sais, ils ont un peu le mojo. Dès qu'ils prennent un receveur au deuxième tour, ça fonctionne pour eux. Après, quand il va chez une autre équipe, ça fonctionne pas forcément aussi bien. Mais du coup, là, je trouve qu'ils sont fidèles à eux-mêmes et ça leur a toujours globalement réussi. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que moi, je vois bien une saison autour de, pareil, entre 8 et 10 victoires, comme avec Mike Tomlin. Et en vrai, s'il y a un problème majeur pour une des deux autres équipes dont on a parlé, à savoir les Ravens et les Bengals, ben, les Steelers seront juste derrière pour éventuellement prendre une deuxième place de division si jamais il y a une blessure majeure ou il y a voilà, c'est la saison de paravolo pour les deux équipes que nous on a en tant que favoris. Ben, les Steelers, ils seront là, ils seront en train de guetter leur opportunité et pourquoi pas grappiller si c'est voilà, on n'est jamais sûr avec eux, grappiller une petite place en playoff. Voilà, ni vu ni connu, un petit seed 7. Steelers, c'est nous, on est là tous les ans. Donc, Oui, voilà. et franchement, je trouve que cette conférence il y a tellement d'équipes qui peuvent, où si les planètes s'alignent,
peuvent vraiment être très, très dangereuses. Donc, je ne sais pas si je les vois en playoff, moi, personnellement. Non, moi Mais, non plus. mais par contre, je ne retirerai vraiment rien à ce que tu as dit. Je pense exactement pareil. C'est vraiment l'équipe qui peut profiter de si ben, chez les Ravens ou chez les Bengals, ça ne fonctionne pas par blessure ou autre. Eux, ils sont toujours là pour se faufiler et être premiers et bien sûr perdre leur premier tour de playoff. Mais là, je pense que si. Là, alors, moi, je veux dire comme toi, 9, allez, 9-8 ou 17, je Voilà. pense, voilà. Mais là, j'ai envie de tenter une take. Je me dis que si cette année, ils vont en playoff, ils gagnent leur match. Ok. Voilà. Donc pour moi, c'est soit il n'y a pas de playoff, soit ils gagnent leur premier match Ok. de playoff. Voilà. On Bah écoute, on pourra. verra. On fera du rétro scouting de nos takes. Ça sera intéressant. Ce sera drôle. Mais voilà, déjà la fin de l'épisode sur la AFC Nord. Je crois qu'on va faire la NFC Nord juste après. Ou la NFC West, on va voir. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des épisodes. Il n'y a pas d'ordre en particulier pour les divisions. Mais on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à noter 5 étoiles sur le podcast pour le référencement. Et partager les épisodes avec vos potes qui sont fans de NFL, si ça peut leur plaire. Ça donne de la matière un petit peu pour débattre en attendant les 30 derniers jours qui nous attendent avant le début de la saison. Ça y est. Ah ouais, ouais. Bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et merci Tristan, comme d'habitude. Et on se revoit demain ou après-demain pour l'épisode 2. Le 3, pardon, excusez-moi, des previews NFL 2026. Salut à tous. Ciao tout le monde.